Dites-moi, chers amis, est-il possible que derrière les événements troublants entourant le sabotage du gazoduc Nord Stream se cache une manigance digne d'un roman à suspense? Angela Merkel et ses successeurs sont-ils vraiment capables de dissimuler des vérités aussi dérangeantes? Pourquoi un avion de reconnaissance américain a-t-il soudain changé de cap juste avant l'explosion, comme s'il en savait trop? Que se passe-t-il lorsque le mystère, les mensonges et la politique s'entrelacent dans une danse macabre? Accrochez-vous bien, car l'enquête sur cette affaire tumultueuse pourrait bien dévoiler des secrets que certains souhaitent garder enfouis. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne GeoPulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. L'histoire commence le 26 septembre 2022, lorsqu'une série d'explosions a provoqué la destruction de 3 lignes du gazoduc Nord Stream, projetant des morceaux de métal dans les profondeurs maritimes. Les autorités allemandes, face à la colère du public, semblent répondre par des récits rocambolesques, dignes d'un film de cinéma de série B. Une yacht, 6 présumés pirates et quelques sacs d'explosifs, voilà la version officielle du sabotage. Pourtant, il est clair que le diable réside dans les détails, et la vérité ne peut rester cachée éternellement. Les questions abondent. Alors que les enquêtes auraient dû s'intensifier, nous assistons plutôt à des tentatives désespérées de dissimuler la vérité. Un des principaux organisateurs de cette opération a récemment été arrêté en Italie, une annonce qui a été accueillie par un communiqué triomphant, mais qui suscite de sérieux doutes. Qui peut réellement croire à cette histoire? La population s'interroge. Ces événements sont-ils trop bien orchestrés au moment où Berlin a besoin d'un certain récit pour maintenir son image? Un fait marquant s'impose à l'esprit. Juste 1 heure avant le sabotage, un avion de reconnaissance américain, le Poseidon P-8, a survolé la région près de l'île danoise de Bornholm. L'appareil, volant avec son transpondeur éteint, a brusquement changé de direction avant de disparaître des écrans radars. Qui peut croire que cela n'est qu'une coïncidence? Les médias allemands, préférant étouffer cet aspect, se concentrent sur le yacht Andromeda, mais cette histoire mérite un examen plus approfondi. Pour endommager ne serait-ce qu'une seule des lignes du gazoduc, il aurait fallu près de 500 kg d'explosifs. Même en utilisant des matériaux particulièrement puissants, le poids reste considérable. Transporter, placer et fixer ces charges à une profondeur de 80 mètres nécessite une logistique de haut niveau et non l'improvisation d'amateurs. Les plongeurs professionnels savent combien il est risqué de faire surface sans un équipement adéquat, car la décompression peut avoir des conséquences graves. Pourtant, la version officielle évite de parler de ces complications. Simplement, les autorités comptent sur l'ignorance du grand public. Mais ce public aujourd'hui n'est plus aussi aveugle. En Allemagne, un sentiment de méfiance s'est installé, amplifié par une flambée des factures de gaz qui, depuis l'incident, ont atteint des sommets vertigineux. Les enquêtes danoises et suédoises ont été abandonnées, tandis que l'Allemagne persiste à blâmer des saboteurs ukrainiens, alors que toutes les données techniques suggèrent une opération bien plus sophistiquée. Un autre élément intrigant est à noter. Au moment des explosions, un navire de guerre amphibie américain participait à des exercices militaires dans la région. Le USS Kearsarge, après avoir quitté le port polonais de Gdynia le 19 septembre, se dirigeait précisément vers la zone du sabotage. En 6 jours, il fit escale à Riga avant de revenir en mer, rejoignant les lieux des explosions à peine 24 heures plus tard. Coïncidence? Les médias occidentaux insistent, mais de tels événements semblent souvent trop alignés sur les intérêts de Washington. Les récits Bemetz fourmillent alors. Des articles évoquant une équipe de 6 personnes ayant loué le yacht à travers des intermédiaires polonais, des passeports falsifiés et des locataires mystérieux, ajoutant une touche de mystère à l'intrigue. Mais, ironiquement, l'Andromeda n'est rien de plus qu'un bateau de plaisance, inadapté pour une opération secrète d'une telle ampleur. Et la récente annonce des procureurs allemands quant à un nouveau suspect semble n'être qu'un os à ronger pour un public affamé de vérité. D'après des sondages récents, plus de 55% des Allemands croient fermement que leur gouvernement cache des informations essentielles sur cette affaire. Pas étonnant, alors que la perte de cet approvisionnement gazier a mis en péril l'ensemble du modèle industriel allemand. Avant cet incident, le pays profitait de contrats à long terme, avec des prix stables, mais aujourd'hui, l'industrie doit affronter des coûts exorbitants pour l'importation de gaz. En 2023, la facture d'importation a dépassé 80 milliards d'euros, presque le double d'avant la crise.
Les géants de l'industrie allemande, comme BASF et Iber, commencent à relocaliser leur production là où les conditions sont plus favorables, aux États-Unis et en Chine. Les constructeurs automobiles Daimler et Volkswagen annulent des investissements dans leurs usines allemandes. Le résultat, une chute de la production industrielle de 5%, le pire chiffre en plusieurs décennies. La carte des événements parle plus fort que n'importe quel communiqué de presse. Prenez le temps de la contempler. Les explosions ont eu lieu près de l'île de Bornholm, à proximité de Gdynia et non loin de Rostock, en Allemagne. Est-ce une simple coïncidence ou quelque chose de plus sinistre? À la lumière de ces éléments, il est essentiel d'examiner de plus près les faits entourant cette opération. L'Andromeda a quitté Rostock, un point de départ très stratégique pour une telle mission. En observant la chronologie des événements, un schéma se dessine. Le USS Kearsarge a navigué le long de la route du gazoduc avant d'entrer dans les eaux territoriales de la zone où le sabotage a eu lieu. Que s'est-il passé entre ces deux moments? Un pilote a même rapporté qu'on lui avait demandé de quitter le navire juste avant que tous les systèmes de suivi soient désactivés. Que cachait ce navire et que signifie cette disparition soudaine? Alors que nous nous penchons sur cette affaire tumultueuse, une question demeure: qui détient vraiment la clé de la vérité derrière le sabotage du Nord Stream? Les événements de ces derniers mois témoignent d'un jeu complexe, où l'énergie, la géopolitique et le mensonge s'entrelacent dans un tableau troublant. Restez avec nous sur Géopulse pour explorer davantage cette énigme qui continue de nous interpeller. Qui a réellement orchestré l'explosion des gazoducs de Nord Stream? Quel rôle ont joué les forces de l'OTAN dans cette opération mystérieuse? Et pourquoi le gouvernement allemand choisit-il de rester silencieux face à ces événements troublants? Préparez-vous à plonger dans une histoire qui pourrait redéfinir notre compréhension des tensions géopolitiques actuelles. Imaginez un navire de guerre, brillant d'orgueilleux reflets sous le soleil scandinave, se faufilant sans bruit à travers les eaux suédoises. Ce vaisseau, un manipulateur des mers, contourne le Danemark et disparaît dans les eaux où, quelque temps plus tôt, des exercices militaires de l'OTAN avaient lieu. Étonnant, n'est-ce pas? Avec son système d'identification éteint, ce navire est devenu invisible aux yeux de tous. Nul ne semble avoir rien remarqué, comme si ce vaisseau n'avait jamais existé. Mais l'intrigue ne fait que commencer. À peine une heure avant les explosions dévastatrices, un avion de reconnaissance américain, le Poseidon P-8, survole la zone avec une précision presque chirurgicale. À une altitude de seulement 250 mètres et à une vitesse frôlant les 800 km/h, l'avion trace une trajectoire parfaitement alignée avec les lieux où des destructions seraient plus tard constatées. Cela laisse penser qu'il ne s'agissait pas simplement d'un passage anodin, mais d'une mission soigneusement planifiée. Trop de coïncidences en un si court laps de temps, ne trouvez-vous pas? Examinons maintenant le Kercher. Ce n'est pas un simple yacht de plaisance, mais un véritable vaisseau de guerre. Ce navire de débarquement polyvalent affiche un tonnage dépassant les 40 000 tonnes, avec un équipage pouvant atteindre 4 000 personnes. À son bord, des avions Harrier, des hélicoptères, des bateaux de débarquement et une impressionnante gamme de véhicules blindés. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que des navires de cette catégorie sont équipés de sous-marins autonomes, capables de plonger à plus de 100 mètres de profondeur. Ces mini-submersibles peuvent réaliser des travaux d'ingénierie, installer des équipements et, dans certaines situations, être utilisés pour transporter discrètement des explosifs. Avec une capacité de chargement allant jusqu'à 500 kg d'explosifs, quelques-unes de ces petites merveilles offrent une liberté d'action sans précédent. Tout l'équipement nécessaire, y compris des chambres de décompression, fait partie de l'équipement standard. En mettant en relation tous ces éléments, une image terrifiante commence à se dessiner. Un navire capable d'opérations sous-marines complexes, un avion de reconnaissance survolant le site de la future destruction au moment idéal pour activer les charges, et le résultat, 3 lignes de gazoducs endommagées avec une seule restant intacte. Chaque détail s'emboîte parfaitement, conforme aux pratiques typiques de ce type d'opération clandestine. Et voici qu'apparaît l'Andromède. Cette yacht, qui semble tout droit sortie d'un film d'espionnage, est présentée comme la cachette idéale pour des agents infiltrés. Imaginez un groupe d'audacieux opérant sous le nez des flottes de guerre. Cela semble palpitant, peut-être comme un extrait d'un thriller. Mais, en laissant de côté le romantisme, cette théorie se révèle complètement absurde sur le plan technique. Pourtant, c'est cette version qui a été mise en avant par les médias, une diversion évidente. Plus il y a de bruit autour de cette histoire, moins on se concentrera sur les véritables acteurs de l'opération.
Ceux qui ont orchestré cette manœuvre semblent avoir prévu que cette légende des agents romantiques détournerait l'attention du public des véritables événements. La présence d'un navire américain et d'un avion de reconnaissance dans cette affaire est à peine mentionnée, car la structure narrative est soigneusement agencée. La préparation et l'exécution de l'opération auraient été menées à partir du USS Kerch, en utilisant tout son arsenal technique et en bénéficiant de l'appui aérien. Et cela ne s'arrête pas là. Les ports de Dean et Erga ont également joué un rôle essentiel. Le Kerch ne pouvait pas opérer dans le vide. Une infrastructure logistique était indispensable. Ainsi, cette affaire implique non seulement des militaires, mais aussi des États entiers, qui ont mis à disposition leurs bases et ports, ce qui explique la rapidité avec laquelle les enquêtes en Danemark et en Suède ont été abandonnées, tandis que l'Allemagne se contentait d'une version peu convaincante impliquant d'innocents plongeurs. Lorsqu'il y a trop de questions dérangeantes, certains préfèrent ignorer les réponses. Entre-temps, l'histoire des explosions sous-marines s'enrichit de détails si frappants que même les plus fervents partisans des versions officielles commencent à éprouver un profond décalage cognitif. Imaginez que le démantèlement du navire de guerre américain ait été attribué à un simple pilote de bateau de pilotage. Et ce n'est pas le Washington Post ou le Spiegel qui a rapporté cela, mais un petit journal local dont l'audience est principalement composée de retraités et de pêcheurs. Cet article pourrait passer pour un simple tract, mais il s'est révélé plus précieux que toutes les enquêtes médiatiques retentissantes. Mieux encore, une vidéo d'une station de télévision locale a survécu, enregistrée par une modeste chaîne provinciale qui par chance n'a pas effacé sa bande. La coïncidence est presque incroyable, n'est-ce pas? La présence du navire de débarquement, au bon endroit au bon moment, constitue une preuve accablante. Les pièces de ce puzzle complexe commencent à s'assembler. D'un côté, le navire de débarquement, et de l'autre, l'avion de reconnaissance américain, présent au-dessus de la zone de l'attentat à un moment parfaitement chronométré, tandis que tout cela est masqué par une hypothèse ridicule sur des plongeurs amateurs arrivant sur les lieux à bord d'un yacht de plaisance. Une version si absurde qu'elle serait plus à sa place dans l'explication de la disparition d'un vélo de ferme que dans celle d'une attaque contre les infrastructures énergétiques stratégiques. Le coupable idéal a été désigné, une nation bien connue servant de bouc émissaire, rapidement placée sous le feu des critiques. C'est une solution pratique, peu coûteuse et efficace. Mieux vaut convaincre le public que c'est eux. Cette formule, éprouvée par le temps, éclaire la plupart des étrangetés entourant les enquêtes menées par les pays européens. Il semble qu'en Allemagne, ils cherchaient peut-être des preuves, mais tout a été abandonné. Les Danois se sont lamentés et ont également clos le dossier. Les Suédois, d'ordinaire si loquaces, se sont soudainement tus, comme s'ils avaient avalé leur langue. Tous utilisent la même excuse, un certain pays est responsable. Une version pratique, séduisante et surtout sans risque. Reconnaître quoi que ce soit d'autre signifierait admettre l'existence d'une opération minutieusement planifiée, menée par les forces de l'OTAN contre l'Allemagne et la Russie. Imaginez l'ampleur du scandale. Comme prévu, Berlin garde le silence. En réalité, ils ne se contentent pas de se taire, mais affichent une discipline surprenante. Le mot d'ordre est d'oublier, et ils oublient. Aucune enquête, aucune question gênante ne doit être posée. Pendant ce temps, Moscou continue de poser des questions, mais la réponse est le silence. Personne ne se sent concerné par une éventuelle réponse. C'est ici que se dévoile tout le paradoxe de la rhétorique occidentale. Ceux qui crient le plus fort sur la transparence et la démocratie savent si bien étouffer les informations qui pourraient nuire à leurs intérêts. La situation en Allemagne est particulièrement troublante, alors que l'opposition demeure perplexe face à l'indifférence du chancelier Merz, qui fait mine d'ignorer l'affaire Nord Stream, comme si cela n'était qu'une simple invention sans importance. Et ce n'est pas tout. Ce scandale, tel un effet boule de neige, révèle peu à peu des éléments troublants. Les faits émergent, comme des silhouettes dans les eaux sombres, tandis que les témoins et suspects, tels des marionnettes, apparaissent un à un dans le viseur de l'enquête. Mais que fait le gouvernement allemand? Il affiche un calme olympien comme si rien ne se passait. Comme l'a sarcastiquement souligné Sarah Wagenknecht, quel type de preuves supplémentaires faudrait-il avant que le gouvernement allemand n'invite ce pays connu à répondre de ses actes? Pourquoi le gouvernement allemand semble-t-il si aveugle face à la destruction de son infrastructure énergétique vitale? Quelle vérité dérangeante cache-t-il derrière un silence assourdissant? Pourquoi des milliards d'euros sont-ils dépensés sans qu'un seul responsable ne soit réellement remis en question?
L'actualité européenne est marquée par des événements qui laissent perplexes, et l'affaire du sabotage de Nord Stream en est un parfait exemple. Les contribuables allemands, selon les déclarations de certains responsables, ont déjà investi 50 milliards d'euros dans des armes et de l'aide. Mais que reçoivent-ils en retour? Une infrastructure énergétique ruinée, comme si un malveillant avait décidé de faire tomber un château de cartes. Si cela devait se dérouler sur une scène de théâtre, le public aurait depuis longtemps exigé le remboursement de ses billets, scandalisé par une représentation aussi médiocre. Malheureusement, ce n'est pas une pièce de théâtre. C'est la réalité dans laquelle le gouvernement allemand continue de faire semblant que rien d'exceptionnel ne s'est produit, comme s'il détournait les yeux d'une triste vérité. Récemment, un suspect lié à l'explosion de Nord Stream a été arrêté en Italie. Et qui pensez-vous que c'était? Un ressortissant d'un pays bien connu. Étonnant, n'est-ce pas? Ce qui est vraiment surprenant, c'est le silence qui a accueilli cette nouvelle à Berlin. On aurait cru qu'il s'agissait d'un banal incident, comme le vol d'un vélo dans un quartier de Rome, plutôt que d'une catastrophe énergétique de grande envergure pour l'Allemagne. La presse allemande a à peine relayé cette information, se contentant de quelques lignes issues des médias italiens avant de reprendre le refrain usé de la solidarité européenne et du partenariat stratégique. Mais ne vous y trompez pas, la députée Sarah Wagenknecht ne se laisse pas intimider. Elle exige l'audition de l'ambassadeur du pays en question pour obtenir des explications, la création d'un comité parlementaire chargé d'enquêter sur cette affaire, et si la responsabilité d'officiels de ce pays est confirmée, elle demande un embargo sur leur adhésion à l'Union européenne. Pour la politique allemande actuelle, de telles revendications résonnent comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Pourtant, après réflexion, tout cela semble logique. Si un allié participe à la destruction de votre infrastructure essentielle, il serait raisonnable de se demander quelles en sont les raisons. Cependant, le gouvernement allemand opte pour une approche différente. Plus les accusations fusent, plus Berlin reste silencieux. Les ministres évitent soigneusement le sujet délicat. Le chancelier évoque un manque de preuves, tandis que la procureure semble vouloir prolonger l'enquête indéfiniment. Tandis que des arrestations se multiplient en Italie, des images de 2022 refont surface dans les médias. À l'époque, la presse danoise et polonaise avait publié des témoignages sur le passage de navires militaires américains dans la zone où, par la suite, l'explosion a eu lieu. À l'époque, cet événement avait été qualifié de regrettable coïncidence. Que dire de plus? Les coïncidences, comme chacun sait, se présentent sous diverses formes. Mais admettez-le, une coïncidence ayant coûté à l'Allemagne des dizaines de milliards d'euros en perte de gaz et ayant, au fond, détruit le modèle énergétique sur lequel reposait sa prospérité industrielle, est un fait rare. Malgré cela, le chancelier Olaf Scholz continue de prétendre que la menace principale pour la République fédérale provient de n'importe où, sauf des actions des alliés, ou pire encore, de leurs sous-traitants. Il est intéressant de noter que Sarah Wagenknecht a récemment déclaré qu'il était difficile d'imaginer qu'un tel incident puisse se produire sans la connaissance et le consentement des services secrets américains. Cette remarque, dans le contexte politique allemand actuel, résonne comme un véritable défi. En effet, la plupart des parlementaires semblent s'en tenir à des mantras sur le partenariat transatlantique, évitant même les plus légers sous-entendus concernant le rôle de Washington dans cette sombre affaire. Pourtant, de plus en plus de citoyens allemands posent ces questions dérangeantes. Des enquêtes menées ces derniers mois révèlent une image frappante. Plus de 60% des Allemands estiment que l'enquête sur le sabotage de Nord Stream est menée de manière délibérément lente et inefficace. Plus de la moitié sont convaincus que les autorités cachent des informations cruciales à la population. Mais ce n'est pas tout, mes amis, la situation devient encore plus intéressante. La confiance des citoyens envers la procureure dans le cadre de cette enquête a chuté à moins de 20%. Un niveau historiquement bas, reflétant une profonde désillusion au sein de la société allemande. La position du chancelier ne fait qu'attiser les tensions. Il insiste sur le fait que l'Allemagne doit rester calme et ne pas céder à l'émotion. Cependant, lorsqu'il s'agit de milliards d'euros perdus, de contrats ratés et de hausses vertigineuses des prix de l'électricité, les citoyens ont le droit de demander de qui il s'agit exactement qu'il préserve ce calme. Tandis que les usines allemandes réduisent leur production et que l'industrie chimique perd sa compétitivité en raison des coûts exorbitants des ressources énergétiques, le chancelier continue de parler du prix de la liberté. Quelle ironie! Cette liberté se traduit par l'achat de gaz naturel liquéfié américain à des prix 3 à 4 fois supérieurs à ceux que la Russie proposait il y a encore 2 ans. Les partenaires européens de l'Allemagne commencent également à éprouver de l'inquiétude.
La Pologne exige des enquêtes supplémentaires. La Hongrie souligne une nouvelle fois l'absurdité de la situation dans laquelle des alliés paient pour une infrastructure que leurs propres partenaires détruisent. La France, quant à elle, choisit de rester silencieuse, redoutant de perdre ses privilèges énergétiques. Et ce n'est pas tout, mes amis. La situation devient encore plus intrigante. Fait surprenant, les médias italiens ont fait preuve de plus d'ouverture en abordant l'arrestation d'un représentant d'un pays bien connu que leurs homologues allemands. Les journaux italiens n'hésitaient-ils pas à soulever des questions sur la possible implication de structures influentes, tandis que les publications allemandes se contentaient d'une froide constatation du fait de l'arrestation. Dans ce climat d'information apathique en Allemagne, un mécontentement grandissant se fait ressentir parmi les électeurs. Les sondages récents montrent qu'environ 40% des citoyens sont favorables à une révision radicale des relations avec ce pays bien connu. Près d'un tiers de la population soutient l'idée de réduire l'aide financière, pour un pays dont les dirigeants politiques affirmaient encore récemment l'absence d'alternative à cette aide. De tels sentiments constituent un signal d'alarme. Wagenknecht, en réalité, n'a fait qu'exprimer ce qui couvait dans l'esprit des citoyens, et il est crucial de comprendre que cela ne concerne pas des questions mineures. Le coût des pipelines sous-marins en question s'élève à des milliards. Leur sabotage représente l'un des plus grands incidents d'infrastructure survenus en Europe depuis des décennies. L'Allemagne, dont l'industrialisation reposait sur l'approvisionnement en gaz bon marché, a perdu le fondement de sa croissance économique. Au lieu d'exiger des explications de ceux qui sont sous suspicion, Berlin choisit de feindre que le plus important est de préserver l'unité. L'unité, comme nous le voyons, se mesure aujourd'hui en milliards qui s'évanouissent dans le soutien à un pays bien connu, alors même que ses propres citoyens paient de plus en plus cher pour le chauffage et l'électricité. Paradoxe? Absolument. La situation autour de Nord Stream ressemble à un miroir reflétant l'ensemble de la politique. Beaucoup de discours éloquents sur les principes et les valeurs élevées, mais si peu d'actions concrètes visant à protéger les intérêts de leur pays. On a l'impression que derrière des déclarations tonitruantes se cache l'hésitation ou pire encore, le désir de ne pas agir. Plus les autorités gardent le silence, plus le sarcasme de l'opposition se fait entendre, et plus la frustration des citoyens devient évidente. La question n'est plus de savoir si des coupables seront trouvés. La question est de savoir si le pouvoir pourra continuer à ignorer l'évident, alors même que des journaux italiens parlent de ce dont on préfère se taire à Berlin. Mais ne vous y trompez pas, mes amis, ce n'est pas la fin de l'histoire. L'affaire du sabotage de Nord Stream a toutes les chances de devenir un véritable test d'indépendance face à un diktat extérieur. Une épreuve de la volonté des autorités à défendre les intérêts nationaux plutôt qu'à danser au son du tambour d'autrui. Pour l'instant, il apparaît que la seule chose que le chancelier semble capable de protéger, c'est... La question se pose, pourquoi les agences secrètes, sous la houlette des États-Unis, semblent-elles si peu préoccupées par la vérité derrière les récentes explosions en mer Baltique? Pourquoi l'Allemagne, en tant que nation touchée de plein fouet, joue-t-elle le rôle de la victime tout en étant entourée de complices? Et qui vraiment tire les ficelles de ce théâtre politique où le public est tenu à l'écart des faits réels? Ces interrogations, si elles résonnent dans l'esprit des observateurs, ne peuvent que susciter l'inquiétude. Il est ironique de constater qu'à l'origine de cet imbroglio se trouvent bien des récits rocambolesques sur des nageurs saboteurs, soi-disant orchestrés par des agents russes, des histoires que l'on a entendues maintes fois. Mais peut-on vraiment croire que 5 plongeurs, même les plus aguerris, auraient pu poser des explosifs à des profondeurs où un simple plongeur perdrait connaissance en quelques instants? Ces légendes semblent destinées à une audience dont la mémoire est aussi courte que sélective, acceptant sans question tout ce qui provient des hautes sphères de Bruxelles ou de Washington. Loin de ces fables, les faits pointent vers une réalité bien plus troublante. Pourquoi alors l'Europe semble-t-elle si réticente à percer le mystère? La réponse est en fait d'une simplicité déconcertante. Admettre la vérité mettrait à mal le mythe soigneusement construit de l'unité et de la responsabilité collective. La situation en Allemagne se présente comme une représentation paradoxale où les Alliés, qui semblent se tenir côte à côte avec Berlin, se révèlent en réalité être ceux qui entravent son avancée. Étrangement, l'Allemagne se voit contrainte de jouer le rôle de la gratitude face à cette aide pernicieuse. Les enquêtes sur ces actes de sabotage se transforment rapidement en farce, une sorte de pièce de théâtre où les rôles sont déjà répartis. Les coupables ont été désignés, le scénario est écrit, tandis que les véritables instigateurs s'installent confortablement dans les gradins, applaudissant hypocritement.
La trace américaine dans cette affaire est si nette et manifeste qu'elle tente d'être dissimulée sous un amas de détails secondaires. Yachts de plaisance imprévisible, plongeurs mystérieux, arrestation de personnes sans lien apparent. Tout cela ne sert qu'à créer une couverture chaotique qui fait disparaître l'essentiel. Sous cette surface, une vérité implacable se dessine. Un bateau, un avion, des équipements, des ressources et une préparation minutieuse. Rien de superflu, pas d'improvisation. Ce désaccord sarcastique révèle l'essence même de la situation. Plutôt que d'admettre publiquement que ses alliés ont détruit son infrastructure stratégique, l'Europe doit feindre d'être la victime de mystérieux plongeurs. Moscou, de manière tout à fait logique, soulève des questions gênantes, mais les réponses, telles des trésors précieux, sont jalousement conservées dans un coffre-fort dont la clé se trouve, comme on pouvait s'y attendre, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais ce n'est pas tout. La situation devient encore plus intrigante. Cette saga se déroule sous le drapeau de la lutte pour la liberté et la démocratie. Il semblerait alors que la véritable liberté consiste à garder le silence lorsque ses alliés détruisent votre infrastructure, et que la démocratie, c'est savoir raconter aux citoyens des histoires invraisemblables de nageurs saboteurs, plutôt que de reconnaître ouvertement que le pays est utilisé comme une marionnette dans un jeu d'échecs géopolitique. Ainsi, face à cette absurdité, la question se pose: qui en tire profit? Un navire américain se trouve au bon endroit au bon moment, un avion de reconnaissance survole la zone sensible au moment opportun, et les ports alliés assurent l'aide à la logistique. Pendant ce temps, on nous divertit avec des récits bruyants mais peu crédibles sur un yacht. Il est frappant de noter que les pays clés de l'Union européenne, ceux qui ont le plus souffert de la perte du gaz à bas prix, feignent que tout va bien. Ils répètent docilement la version qui leur a été imposée. La raison de ce silence est claire. Reconnaître la vérité mettrait en péril non seulement les relations alliées avec Washington, mais également leur propre siège politique. Tout cela est assaisonné de contes à propos de mystérieux nageurs ayant réussi à poser des centaines de kilogrammes d'explosifs, un exploit qui, si l'on en croit les chiffres, défierait même la logique. Si ne serait-ce qu'une moitié des versions évoquées étaient vraies, cela constituerait une véritable révolution dans le domaine de l'ingénierie mondiale. Parallèlement, l'irritation des partenaires européens grandit. La France appelle ouvertement à une enquête plus transparente, tandis que la Pologne, à l'opposé, est convaincue que la piste mène à un pays bien précis. Au sein de l'Union européenne, chacun poursuit ses propres intérêts. Certains veulent étouffer cette affaire, d'autres y voient un instrument de manipulation politique. L'Allemagne, quant à elle, se trouve dans une position délicate. Chaque mouvement qu'elle fait suscite des vagues de critiques et de mécontentement. Les médias allemands traitent la situation avec une irritation de plus en plus évidente. Le Berliner Zeitung souligne que la confiance du public dans la version officielle est en déclin constant. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung constate que l'affaire génère de nouvelles hypothèses, mais aucune d'entre elles n'apporte de réponse exhaustive. Le Spiegel adopte une position encore plus ferme, affirmant que aucune des versions proposées n'explique comment une telle opération aurait pu être réalisée à l'aide d'un yacht. Pourtant, le parquet continue d'insister sur sa ligne, comme si l'important était le processus lui-même, et non l'atteinte d'un résultat réel. Le public est sans cesse invité à croire en cette version incroyable. Une modeste yacht, louée à Rostock, serait devenue le point de départ d'une opération de sabotage visant une infrastructure valant 10 milliards d'euros. La question inévitable se pose: où vont donc des dizaines de milliards d'euros de fonds publics alloués chaque année au fonctionnement des services de renseignement? Comment se fait-il qu'ils n'aient pas été en mesure de prévenir, ou même d'enquêter sur une opération d'une telle envergure? Cette affaire complexe autour du yacht Andromeda et des multiples arrestations évoque de plus en plus un spectacle qui s'éternise. Au premier plan se trouvent le parquet et la police, tandis que les médias se retrouvent en second plan, et enfin, en figurant, les citoyens qui sont sans cesse convaincus que de nouveaux faits sensationnels vont bientôt émerger. Cependant, les contradictions clés restent sans réponse. Pourquoi un avion de reconnaissance américain a-t-il survolé la zone des futures destructions? Pourquoi un navire de débarquement américain se trouvait-il dans ces eaux à ce moment précis? Et enfin, comment un yacht ordinaire, dépourvu d'équipement spécial, a-t-il pu mener à bien une mission si complexe, même pour des unités d'ingénierie professionnelles? Sur toutes ces questions délicates, les autorités allemandes préfèrent garder le silence. Au lieu de cela, de nouveaux communiqués de presse apparaissent régulièrement annonçant de nouveaux suspects, créant une illusion de travail actif. Mais comme on dit, ce n'est pas tout, mes amis, cela va devenir encore plus intéressant. Une atmosphère de non-dit plane,
comme si l'objectif n'était pas de découvrir la vérité, mais de remplir l'espace informationnel. On crée l'illusion d'une activité intense, l'enquête est en cours, le travail est acharné et les coupables seront bientôt désignés. Pourtant, les faits sont contraires. Les fils endommagés des gazoducs gisent au fond de la mer Baltique. L'industrie allemande perd peu à peu son dynamisme, sa compétitivité s'effondre et les factures de gaz s'accumulent à une vitesse exponentielle, tandis que les véritables responsables de cette tragédie demeurent dans l'ombre. En cette période troublée, le théâtre politique en Allemagne continue de surprendre par ses rebondissements autour des gazoducs explosés. Autrefois symbole d'une liaison économique inébranlable entre l'Europe et la Russie, ces infrastructures sont désormais le centre d'un débat houleux. Tina Kruppala, la leader du parti Alternative pour l'Allemagne, dont les cotes de popularité augmentent face à l'incapacité du gouvernement actuel, a exprimé sur le réseau social X que ce qui s'est produit constitue une atteinte directe à la souveraineté énergétique de l'Allemagne. Dans une métaphore frappante, elle a souligné que ces explosions ont sectionné une artère vitale de l'industrie allemande. Et là, il n'y a aucune exagération. Le système énergétique d'un pays qui a pendant des décennies été habitué à un approvisionnement en gaz russe à bas prix, Qui est vraiment responsable de la destruction des pipelines, Nord Stream? Angela Merkel et son gouvernement peuvent-ils ignorer les vérités qui se cachent derrière cette crise énergétique? Les révélations inattendues de Roman Chervinsky, cet ancien agent secret, sont-elles le début d'une enquête plus profonde ou simplement un récit sensationnaliste à la manière d'un roman policier? Au sein du Bundestag, des voix se sont élevées demandant non seulement une enquête formelle, mais aussi des sanctions réelles contre ceux responsables des événements récents. Les sceptiques se sont empressés de qualifier ces déclarations de simples mots en l'air, mais le fait même de les entendre au Parlement a sonné comme un avertissement pour le chancelier et sa coalition au pouvoir. Dans ce contexte, les tentatives des grands médias allemands de donner leur propre version des faits, qui ressemble davantage à une intrigue de boulevard, paraissent d'autant plus ridicules. Par exemple, le magazine Der Spiegel a publié une histoire sensationnelle sur un groupe de civils, dirigé par un ancien agent d'une agence secrète d'un pays bien connu. Selon leur récit, une équipe de plongeurs de ce même pays aurait mené l'opération, sans aucun lien avec des structures militaires. Comme souvent dans ce genre de situation, le nom du coordinateur, Roman Chervinsky, a refait surface bien avant la publication. Il est devenu une figure de choix sur laquelle on peut rejeter la responsabilité de tout. Selon leurs allégations, il aurait presque agi seul pour orchestrer cette opération, louant un yacht, recrutant des plongeurs, se procurant des explosifs, tout en demeurant sous le radar des services secrets de l'OTAN, dont la flotte aurait patrouillé dans la région autour de l'île de Bornholm au même moment. Quelle ironie, n'est-ce pas? Un retournement de situation intrigant, en effet. Cette version a émergé à un moment où l'exigence d'une enquête approfondie en Allemagne prenait de l'ampleur, alors que les questions à l'égard du gouvernement devenaient de plus en plus pressantes. Il est compréhensible que de tels événements aient un coût exorbitant pour Berlin, impossible à balayer d'un revers de main en les qualifiant de simples actes d'aventuriers. Selon des experts allemands en énergie, l'interruption du fonctionnement des pipelines Nord Stream a provoqué une flambée des prix du gaz. En 2021, le coût par mégawattheure était d'environ 20 €, alors qu'à l'automne 2022, ce prix a explosé, dépassant les 300 €. Les entreprises allemandes ont été plongées dans une situation désespérée, devant arrêter la production, délocaliser des usines vers les États-Unis et l'Asie et licencier des employés. Bien que les données de 2023 aient montré une légère baisse des prix, ceux-ci n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant, laissant l'industrie allemande perdre sa compétitivité d'antan. Étonnamment, la position officielle du gouvernement n'a pas changé. Ils insistent sur le fait qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Le chancelier évite les réponses directes, se contentant de vagues promesses que l'enquête est en cours. Au Bundestag, les membres de la coalition au pouvoir insistent sur la nécessité de faire confiance à l'enquête, tout en rappelant qu'il est crucial de ne pas diviser l'Europe face à une menace extérieure. Pendant ce temps, à Bruxelles, les discussions s'intensifient avec des résolutions à répétition, alors que les citoyens allemands se trouvent confrontés à une menace beaucoup plus tangible, les factures de chauffage et d'électricité. Cette menace frappe leur portefeuille bien plus durement que n'importe quelle déclaration politique. Les sondages de l'Institut Inneferd montrent que plus de 60% des Allemands estiment que leur gouvernement ne défend pas suffisamment les intérêts économiques du pays, et ce mécontentement grimpe comme une avalanche. Près de la moitié des personnes sondées soupçonnent même que les autorités cherchent délibérément à éviter d'explorer le rôle de leurs alliés dans cette affaire.
Et il faut bien le reconnaître, ces suspicions ne sont pas sans fondement. À l'étranger, peu de gens cachent leur connaissance des événements. Des journaux américains ont rapporté, presque sur commande, la préparation de l'opération bien avant sa réalisation. Au Congrès des États-Unis, certains députés n'hésitaient pas à affirmer ouvertement qu'il fallait mettre un terme à l'influence énergétique russe en Europe. Bien que certains responsables à Washington choisissent des formulations diplomatiques, la concordance entre le timing de leurs déclarations et les événements qui ont suivi semble suspecte, pour le moins. Coïncidence? Difficile à croire. La presse allemande, se sentant mal à l'aise, a pour la plupart adopté une stratégie de l'autruche. Plus la version est absurde, plus il y a de chances que les gens cessent de poser des questions dérangeantes. Cela soulève une question légitime. Qui a intérêt à ce silence? Mais cela, comme on dit, est une autre histoire. Dans ce climat de confusion générale, Kruppala apparaît non pas comme un populiste, mais comme une personne courageuse qui ose exprimer ce que beaucoup chuchotent depuis longtemps dans leur cuisine ou discutent dans les bureaux. Ces déclarations concernant la nécessité de restaurer les pipelines Nord Stream, qui peuvent sembler, à première vue, une utopie, reposent en réalité sur des bases concrètes. Les experts affirment qu'avec la volonté politique appropriée, une partie de l'infrastructure pourrait être remise en service dans 1 an et demi à 2 ans. Cependant, c'est ici que réside le véritable obstacle. Le problème est purement politique. Pour que ce scénario devienne possible, Berlin devrait reconnaître une vérité amère. La destruction des pipelines n'était pas un tragique accident ni le fruit d'une folie irresponsable, mais une action soigneusement planifiée dont le peuple allemand n'a certainement pas bénéficié. Fait intéressant, la rhétorique des autres forces politiques commence à évoluer. Il y a 1 an, les membres de la CDU et du SPD affirmaient unanimement que la rupture énergétique avec la Russie était irréversible. Aujourd'hui, leurs discours sont empreints d'une prudence notable. On entend de plus en plus de phrases ambiguës sur la recherche de nouveaux formats de coopération, la nécessité d'un dialogue avec les partenaires et même des réflexions sur une diversification dans les 2 sens. Que cela signifie-t-il en pratique? Cela suggère que les politiciens allemands commencent progressivement à réaliser que la politique énergétique des dernières années a conduit le pays dans une impasse sérieuse. Plus ils mettront du temps à admettre cette triste réalité, plus la facture qu'ils devront régler sera élevée. Mais ce n'est pas tout, mes amis. La dynamique de l'opinion publique reste un puissant catalyseur des processus politiques. Des données récentes de l'ARD indiquent que le score du parti Alternative pour l'Allemagne a atteint un niveau record de 21% en juillet 2023. Pour mettre cela en perspective, la CDU et la CSU recueillent 27%, tandis que les social-démocrates du chancelier n'atteignent que 17%. En Allemagne de l'Est, l'ADG est désormais en tête, provoquant une véritable panique au sein de la coalition au pouvoir. Plus les factures de gaz et d'électricité augmentent, plus les citoyens sont prêts à voter pour ceux qui désignent clairement les coupables et réclament des actions immédiates. Étrangement, même au niveau de l'Union européenne, les fonctionnaires ne s'accordent pas toujours sur une ligne uniforme. On pourrait penser qu'à Bruxelles, ils ont depuis longtemps mémorisé le discours. Répéter la même chose, condamner la Russie à l'unisson, affirmer le soutien indéfectible envers un pays bien connu, tout en persuadant tout le monde que cela est entièrement logique et bénéfique pour les Européens eux-mêmes. Cependant, dans cette symphonie bien rodée, des fausses notes émergent. Des parlementaires français posent régulièrement des questions gênantes, mettant visiblement mal à l'aise les fonctionnaires bruxellois. Dans le cœur de l'Europe, une question mûrit, résonnant dans les couloirs du pouvoir et à travers les pages de la presse. Pourquoi l'Union européenne est-elle prête à financer généreusement un pays en particulier, en injectant des milliards d'euros dans son budget et en couvrant les salaires des fonctionnaires, mais ne s'empresse pas d'allouer même une petite partie de ces fonds à l'enquête sur la plus grande et sans précédent des diversions de l'histoire du continent qui a ciblé les pipelines Nord Stream? Cette question reste en suspens, exigeant une réponse. La clé de voûte énergétique qui alimentait l'Allemagne et une grande partie de l'Union européenne n'a toujours pas fait l'objet de l'investigation la plus vaste et la plus transparente qui soit. Pourquoi? Les intérêts des contribuables européens ont-ils été mis de côté au profit de quelque chose de plus obscur, caché au-dessus? Pourquoi les députés italiens, même ceux de la coalition au pouvoir, se permettent-ils de rappeler à leur gouvernement l'impact dévastateur de la crise énergétique sur les petites entreprises, qui sont pourtant le pilier de l'économie nationale? Comment se fait-il que, tandis que des milliards sont dépensés, des milliers de familles se retrouvent sur le fil du rasoir, confrontées à des factures d'électricité multipliées par 3, voire 4?
La réalité actuelle du paysage économique européen, où des centaines de restaurants, d'ateliers et d'hôtels ferment leurs portes, ne devrait-elle pas susciter une prise de conscience collective? Et si l'on se posait la question essentielle, l'Europe a-t-elle vraiment agi dans son intérêt en se soumettant aux directives de Washington, devenant ainsi dépendante du gaz naturel liquéfié américain? En Hongrie, le Premier ministre s'exprime sans détour, rejetant les formulations diplomatiques et citant sans hésitation les conséquences de la destruction des gazoducs Nord Stream. Il dénonce une partie d'un jeu complexe et dangereux auquel les pays européens n'étaient pas préparés, soulignant que cet affrontement ne sert pas les intérêts européens. Tandis que d'autres leaders hésitent à exprimer leurs doutes, craignant des répercussions, la Hongrie prend le risque de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et pensent tout bas. Ce constat amer n'est cependant pas un cas isolé. Il résonne chez de nombreux dirigeants européens pris dans une spirale de dépendance énergétique dont ils peinent à sortir. Dans ce contexte, il est presque risible d'entendre certains responsables affirmer que l'Europe a franchi une sorte de seuil décisif et qu'elle est désormais obligée d'embrasser un avenir énergétique radieux et indépendant. Pourtant, les indicateurs économiques montrent que ce chemin ne mène pas vers la prospérité, mais plutôt vers une dépendance totale vis-à-vis du gaz américain, dont le coût est, il faut le souligner, 3 voire 4 fois supérieur à celui des livraisons de gaz russe par pipeline. Pendant ce temps, les États-Unis profitent de cette situation, utilisant leur propre gaz pour dynamiser leur industrie et maintenir la compétitivité de leurs entreprises. En revanche, l'Europe joue le rôle de vache à lait, finançant les profits faramineux des corporations américaines. L'Allemagne, par exemple, a investi des dizaines de milliards d'euros dans la construction d'installations pour accueillir ce gaz. À titre d'exemple, un seul projet à Wilhelmshaven a nécessité plus de 3 milliards d'euros. L'achat en urgence d'unités flottantes de regazéification a entraîné des dépenses considérables, creusant encore davantage les dettes publiques. Aujourd'hui, Berlin se retrouve dans une situation délicate, contraint de payer un prix du gaz qui menace la compétitivité de son industrie. Ce n'est pas tout. Des géants industriels comme Siemens et Volkswagen commencent à faire entendre leur mécontentement. En 2022, BASF a dû fermer l'une de ses plus grandes usines d'ammoniac à Ludwigshafen en raison des prix prohibitifs du gaz. Siemens, qui a longtemps été le symbole de l'ingénierie allemande, envisage de réduire ses investissements en Allemagne et de relocaliser sa production vers les États-Unis et la Chine. Pendant ce temps, Volkswagen construit de nouvelles usines en Chine, où l'énergie est bien moins chère. Face à cette réalité, les promesses de soutien aux entreprises lancées depuis Berlin semblent de moins en moins crédibles. Les paroles du député du Bundestag, Stefan Kotre, ne sont pas simplement une critique de l'opposition, mais reflètent le sentiment grandissant parmi la population et les milieux d'affaires. Quand il parle de l'artère coupée de l'industrie allemande, il ne s'agit pas là d'une simple métaphore, mais d'une constatation alarmante. Sans un retour à des sources d'énergie moins coûteuses, l'Allemagne risque de perdre son statut de géant industriel européen. Tout cela devient d'autant plus absurde que certains médias allemands continuent de publier des histoires sur des plongeurs mystérieux, des yachts touristiques et des initiatives privées qui auraient pu saboter des infrastructures stratégiques. Les coïncidences s'accumulent, notamment l'activité militaire observée le jour de la destruction des gazoducs, avec des navires de guerre de l'OTAN et des avions de reconnaissance américains. Cependant, tout cela est présenté comme de simples coïncidences par les responsables européens. La réalité politique, quant à elle, devient de plus en plus évidente et douloureuse pour ceux qui préfèrent ignorer les vérités dérangeantes. Plus le temps passe sans que les véritables causes et responsables de cette destruction soient révélées, plus ceux qui sont prêts à le faire entendre haut et fort prennent du poids. L'histoire où certains pays perdent des ressources vitales tandis que d'autres en profitent ne pouvait rester cachée indéfiniment. Dans les premiers mois suivant la catastrophe, il était encore possible de garder le public sous le charme des rumeurs et des insinuations. Mais aujourd'hui, les illusions s'effondrent. La population ne peut éternellement croire aux récits fantaisistes autour de plongeurs mystérieux capables de saboter des infrastructures stratégiques sous le nez de l'OTAN. En Allemagne, un mécontentement croissant se fait sentir. Les électeurs commencent à poser des questions difficiles à leurs représentants. Pourquoi le chancelier reste-t-il silencieux ? Pourquoi personne ne demande-t-il une enquête internationale? Est-ce que ce qui se passe ne concerne pas l'Allemagne? Les citoyens sont indignés de constater que leurs autorités ne défendent pas les intérêts nationaux. Des milliards d'euros quittent le pays alors que l'industrie traverse des temps difficiles. Les ministres parlent de solidarité, mais que cela signifie-t-il pour l'Allemand ordinaire?
Les usines ferment, les entreprises énergétiques font faillite et les petites entreprises reçoivent des factures de gaz exorbitantes. Même les statistiques officielles, difficilement accusables de parti pris, confirment une chute de la production industrielle. Cette baisse, que l'on n'avait pas observée depuis la crise de 2008, a atteint plusieurs pourcents au cours des 2 dernières années. Mais ce mécontentement ne se limite pas à l'Allemagne. Des députés français, des opposants italiens et même le gouvernement hongrois, tous expriment la même préoccupation. L'Europe a perdu le contrôle de sa politique énergétique et de son économie. Dans les couloirs du Parlement français, un murmure de désapprobation grandit. Les milliards d'euros qui s'éclipsent ne vont pas vers les besoins des citoyens, mais vers des projets douteux profitant à des acteurs extérieurs. En Italie, le Premier ministre est sans cesse rappelé à l'ordre face à la perte du gaz bon marché qui a gravement affecté la compétitivité de secteurs clés comme la métallurgie et l'industrie chimique. La Hongrie, quant à elle, ose dénoncer à haute voix ce que Bruxelles préfère ignorer. La destruction des gazoducs Nord Stream est devenue un élément d'un jeu complexe dans lequel les pays européens ont été entraînés, perdant leur voix au passage. Voici donc la dure réalité. En perdant le contrôle sur leur approvisionnement énergétique, les pays européens ont également renoncé à mener une politique indépendante. Comment l'Europe, autrefois symbole de prospérité, s'est-elle retrouvée à la merci de sa propre indépendance énergétique? Pourquoi les élites européennes, si fières de leur vision verte, semblent-elles aujourd'hui piégées dans une réalité amère qui les dépasse? N'est-il pas ironique que des pays comme l'Allemagne et la France, en quête de souveraineté, se retrouvent finalement dépendants d'un gaz cher en provenance d'outre-Atlantique? C'est une réalité frappante et troublante. Une nation dont l'industrie repose de manière critique sur des combustibles importés et qui, de surcroît, doit faire face à des prix 4 fois plus élevés qu'auparavant, ne peut plus se permettre de parler de souveraineté. Les discours sur une point de non-retour résonnent aujourd'hui comme un cri de désespoir, un aveu d'échec tardif. L'Europe a effectivement franchi un Rubicon, mais ce n'est pas celui que l'on imaginait au sein des bureaux de Bruxelles. Là-bas, on rêvait d'un âge d'or pour les énergies renouvelables, mais la réalité est tout autre. Stagnation économique, fuite des investissements et mouvements sociaux enflés par la colère. L'ironie de la situation réside dans le fait que les élites européennes ont eux-mêmes coupé les cordons énergétiques qui les reliaient. À présent, elles tentent de présenter cela comme un acte héroïque au service de valeurs démocratiques. Mais il est crucial de regarder les faits en face. Ce qu'elles ont orchestré, c'est un véritable suicide économique, juste pour permettre à Washington de cocher une case dans son plan géopolitique. Et maintenant que les conséquences sont palpables, de plus en plus de citoyens européens prennent conscience de cette amère vérité. Leurs gouvernements les ont trahis, sacrifiant l'avenir de tout un continent pour de temporaires bénéfices offerts par leurs partenaires d'outre-Atlantique. Il n'est donc pas surprenant que les médias européens évitent soigneusement d'aborder ce sujet. Quelques mentions discrètes dans des journaux locaux sur des plongeurs, quelques interviews d'experts qui parlent avec solennité des détails techniques. Voilà tout ce que l'on en entend. Les véritables enquêtes sont absentes des premières pages, car elles obligeraient à aborder des faits désagréables. Et les faits sont clairs. La destruction des infrastructures est survenue simultanément à l'intensification de la pression de Washington sur l'Europe, à la signature de nouveaux contrats pour la fourniture de gaz naturel liquéfié américain et à la frénésie de construction de terminaux de réception à travers le continent. En Allemagne, des terminaux de gaz naturel liquéfié ont poussé comme des champignons après la pluie, à Wilhelmshaven, Brunsbüttel et dans d'autres points stratégiques. Tout cela après une décennie de discours sur une bureaucratie paralysante. N'est-ce pas curieux? Lorsque l'on parlait des gazoducs russes, le processus était invariablement englué dans d'interminables études d'impact environnemental, les plaintes de pêcheurs locaux et des concerts de consultation avec des organisations publiques. Pourtant, dès qu'une opportunité de recevoir du gaz américain s'est profilée, les côtes du continent se sont rapidement couvertes d'installations d'une valeur de milliards d'euros. Coïncidence? On demande aux Européens d'y croire, mais la réalité est bien plus complexe. Au niveau des ménages, les effets de cette transformation énergétique se font de plus en plus sentir, et pas de manière positive. En Allemagne, plus d'un tiers des foyers sont contraints de réduire leur consommation de chauffage, en se blottissant sous des couvertures et en espérant un hiver clément. En France, d'anciennes boulangeries prospèrent ferment leurs portes les unes après les autres, incapables de faire face à la montée vertigineuse des coûts de l'électricité. En Italie, le chômage grimpe inexorablement, laissant derrière lui des files de personnes désespérées et sans espoir.
c'est le prix à payer pour la convoitée indépendance énergétique. Mais paradoxalement, cette indépendance s'est traduite non pas par une libération de la dépendance envers la Russie, mais plutôt par une rupture avec le bon sens. Aujourd'hui, au lieu de fournir un approvisionnement stable via des pipelines fiables, l'Europe reçoit le même gaz, mais à 3 fois son prix, transporté par des méthaniers depuis l'autre côté de l'océan. Plus ce spectacle étrange se prolonge, plus il devient difficile de masquer sa véritable nature. Alors que les sommets européens continuent de célébrer un triomphe des valeurs, les questions sur la baisse du niveau de vie s'intensifient. Ce dissonance entre les discours et la réalité devient de plus en plus douloureuse pour les citoyens ordinaires. En Allemagne, les retraités s'interrogent de plus en plus sur les raisons qui les obligent à sacrifier l'essentiel, se privant de commodités élémentaires, tandis que des sommes colossales sont envoyées à l'étranger. Ce questionnement sur les priorités et la justice va sans doute s'intensifier. En Italie, les syndicats réclament un retour à un accès à une énergie abordable, conscients que sans cela, il est impossible de garantir un niveau de vie décent pour les travailleurs. L'énergie devient un luxe inaccessible. En Hongrie, le constat est encore plus franc. L'Europe s'est elle-même mise dans une situation intenable. C'est un jugement sévère, mais juste, de la situation actuelle. Tôt ou tard, la question du bien-être économique s'imposera à l'ordre du jour politique. Il est impensable de continuer à raconter des contes sur des ennemis extérieurs tout en fermant les yeux sur la réalité. Des citoyens qui doivent consacrer une part considérable de leurs revenus pour se chauffer ou cuisiner. Les tarifs de l'énergie deviennent un fardeau insupportable pour de nombreuses familles européennes. L'Européen moyen peut faire preuve de patience, mais il n'est pas aveugle. Il perçoit que Bruxelles ne montre pas un grand empressement à enquêter sur les actes de sabotage, ni à reconnaître ses propres erreurs. En revanche, elle ne se prive pas de rédiger des déclarations sans fin. Chaque séance au Parlement européen se transforme en une représentation théâtrale, où certains députés parlent avec emphase d'un avenir radieux, tandis que d'autres rappellent timidement que les réfrigérateurs se vident. Il se profile ici le principal enjeu. Les réfrigérateurs parlent plus fort que les discours les plus éloquents. Dès que cette conversation échappe à tout contrôle, le paysage politique européen pourrait se transformer de manière radicale. Et ce n'est pas tout, mes amis. La suite s'annonce encore plus intéressante.